Voilà, eh bien écoutez, je voudrais vous parler de cette journée extraordinaire, celle du jeudi 13 janvier 1898, journée qui est restée dans la mémoire des contemporains. On a eu l'impression que ce jour-là, un événement révolutionnaire se produisait dans Paris. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, l'Aurore, petit journal qui était né en octobre 1897, qui habituellement tirait à 30 000 exemplaires, quelquefois même seulement 20 000 exemplaires, ce jour-là, l'Aurore publie un texte qui est pratiquement entièrement écrit par Zola, qui est tiré à 300 000 exemplaires. Ce texte, c'est une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, et ce texte, eh bien, on en retiendra le contenu, l'importance, l'effet, avec ce titre qui est tiré de la conclusion « J'accuse ». Voilà, ce jour-là, le 13 janvier 1898, dans Paris, les crieurs de journaux vendent à 300 000 exemplaires le texte de l'Aurore, le J'accuse de Zola. Alors essayons de nous mettre dans les circonstances de cette publication, de voir pourquoi Zola publie ce texte qui va en effet transformer l'affaire Dreyfus, qui va modifier son cours d'une façon tout à fait importante. Le 13 janvier 1898, il vient de se produire un jour plus tôt un événement considérable. Le coupable de ce crime de trahison pour lequel Dreyfus a été condamné en 1894, cet homme qui s'appelait Esterhazy vient d'être jugé et il vient d'être déclaré innocent par un tribunal militaire. Donc au fond, un double scandale est ce qui émeut profondément Zola, ce qui pousse en avant l'écriture de J'accuse, d'une part que l'innocent, Dreyfus, soit toujours là-bas, au bagne, toujours dans une posture de condamné, et puis surtout que le véritable coupable soit innocenté. Double scandale, c'est de ce double scandale que naît J'accuse, qui est un texte extraordinaire, parce que c'est à la fois le récit qu'il fallait faire de cette affaire compliquée qui dure depuis 1894, dont Zola explique toutes les articulations logiques et toutes les articulations dramatiques, et puis c'est un texte qui se termine par ce par quoi il est resté célèbre, je le disais à l'instant, cette formule du J'accuse, par laquelle Zola met en cause tous les dirigeants politiques de l'époque, met en cause plusieurs ministres, met en cause les conseils de guerre qui ont jusqu'ici statué sur l'affaire Dreyfus, et donc, au fond, provoque quelque chose qui est considéré judiciairement comme un crime à cette époque, c'est-à-dire provoque le gouvernement par une diffamation volontaire. Et d'ailleurs, Zola le dit très clairement à la fin du J'accuse. Il n'a pas les preuves de ce qu'il avance. C'est volontairement, dit-il, que je m'expose. Eh bien, qu'on vienne me juger. Voilà ce J'accuse dans ses explications immédiates. J'aimerais peut-être évoquer les circonstances qui ont précédé. Cette campagne de presse dont J'accuse constitue l'aboutissement. Ce n'est pas le premier texte de Zola dans cette affaire Dreyfus qui vient véritablement de commencer à la mi-novembre 1897, c'est-à-dire quelques mois auparavant, comme affaire publique, comme scandale national. Zola a été convaincu de l'innocence de Dreyfus par celui qui en était un des premiers défenseurs, Scheurer-Kestner, le vice-président du Sénat. Il a été convaincu vers la mi-novembre 1897 et il a commencé dans le Figaro, journal qui lui ouvrait ses colonnes, il y a commencé dans le Figaro une première campagne de presse qui est méthodique, qui essaie d'exposer les problèmes, qui lutte d'ailleurs déjà contre l'antisémitisme, grande cause que Zola, avec beaucoup d'intelligence, sait percevoir et sait dénoncer. C'est donc une première étape pour lui. D'une part, dans cette campagne du Figaro qui se déroule entre la fin novembre 1897 et le début du mois de décembre 1897, dans cette campagne du Figaro, Zola défend Scheurer-Kestner, expose la question de l'antisémitisme et au fond appelle à la raison, appelle à une pensée qui soit capable de regarder véritablement cette histoire extraordinaire qui est la culpabilité présumée d'Alfred Dreyfus. Et puis évidemment, les esprits s'échauffent, cette campagne suscite de la part des lecteurs du Figaro des réactions hostiles. Zola ne peut plus poursuivre sa campagne de presse dans le Figaro, alors il décide de proposer une lettre ouverte, une première lettre ouverte. Il s'adresse à la jeunesse,
à ces jeunes gens du quartier latin qui, malheureusement, pour certains, dit-il, aveuglés par le nationalisme, sont tombés dans l'antisémitisme. Il s'adresse à cette jeunesse française, à cette jeunesse du quartier latin, pour l'appeler à la raison. Première, très belle lettre ouverte, qu'on peut lire, je crois, aujourd'hui encore autant que le texte de J'accuse, lettre à la jeunesse. Et puis, les jours s'écoulent, on arrive au début de l'année 1898, une deuxième lettre, plus importante, peut-être plus solennelle encore dans son expression, une lettre à la France. Bon. Et ces deux lettres, Zola ne les publie pas dans des journaux, il les publie sous forme de brochures que son éditeur, Fasquelle, lui permet de publier. Voilà où nous en sommes. Quand arrive, je le disais il y a quelques minutes, le procès d'Esterhazy, ce conseil de guerre qui se déroule le 10 et le 11 janvier. Quelques Dreyfusards à cette époque, ils sont évidemment peu nombreux, espèrent ou peuvent penser qu'on va reconnaître qu'Esterhazy est sinon coupable, du moins qu'on va reconnaître que quelques problèmes se posent. Eh bien non, Zola d'ailleurs l'a prévu, Esterhazy, à l'unanimité, est acquitté. Il est applaudi sur les marches du palais de justice dont il sort et on le salue au nom de Vive l'armée et de À bas les Juifs. Voilà donc le spectacle devant lequel Zola se trouve le soir du 11 janvier. Et au fond, il a en tête un texte auquel il médite depuis déjà quelques jours, car il a prévu l'acquittement d'Esterhazy. Ce texte, c'est J'accuse, qui est à la fois, au fond, un texte qu'il va reprendre en une journée, car les choses vont aller très vite, et qu'il va évidemment compléter avec cette fameuse péroraison qui est celle des J'accuse. Le texte, il l'a porté à Clémenceau, qui est le directeur politique de l'Aurore, le 12 janvier dans l'après-midi. Il a lu le J'accuse dans les petits bureaux de l'Aurore qui se trouvent 142 rue Montmartre à cette époque, au 4e ou au 5e étage, je ne sais plus. Dans ce petit bureau, on l'a écouté, tout le monde a été saisi par le caractère extrêmement révolutionnaire de cette dénonciation. Clémenceau, il faut le dire, a hésité. Il est le directeur politique de l'Aurore, c'est lui qui publie jour après jour des éditoriaux. Ce jour-là, il sait qu'il va laisser sa place à Zola. Clémenceau est sur une ligne de ce qu'on appelle le révisionnisme à cette époque. Il pense qu'on doit réviser le procès de Dreyfus, mais il n'est pas entièrement convaincu de l'innocence de Dreyfus. Clémenceau a ce moment d'hésitation, et puis il a cette parole superbe. Allez, laissons-le aller, laissons Zola, l'enfant marche tout seul. Je crois que c'est la formule que Joseph Reynac prononce dans son histoire de l'affaire Dreyfus, et c'est ainsi que le lendemain, J'accuse est donc imprimé dans la nuit, que le lendemain, la moitié quasiment du journal, ce petit journal de l'Aurore qui ne fait que 4 pages, la moitié du journal est consacrée au texte de Zola. Voilà donc cet événement essentiel de cette journée du 13 janvier 1898. Mais je crois qu'on ne pourrait pas l'évoquer cette journée sans dire aussi, au fond, quelques événements très importants qui se sont produits en quelques heures et qui font de cette journée, si on voulait en faire le récit, qui font de cette journée une sorte de résumé dramatique extraordinaire de toute l'affaire Dreyfus. Effectivement, au moment même où J'accuse paraît, dans cette matinée du 13 janvier, la justice militaire arrête le lieutenant-colonel Picquart. Voilà un deuxième personnage qui bientôt va entrer sur la scène de l'affaire Dreyfus d'une façon importante, qui est encore peu connu, qui a voulu, lui, montrer que Dreyfus était innocent, qui a découvert la culpabilité d'Esterhazy. Voilà donc cet homme qui a une carrière d'officier extrêmement brillante. Il a été, en 1896, l'un des plus jeunes officiers commandant le service du contre-espionnage français, et c'est à ce titre qu'il a découvert l'innocence de Dreyfus et surtout la culpabilité d'Esterhazy. Il a voulu avertir ses chefs, ses supérieurs, ceux-ci l'ont écarté de son poste. Il revient à ce moment-là, depuis quelques mois déjà, il est revenu d'Algérie, de Tunisie, où il avait une mission d'officier, et on considère qu'il est allé trop loin, on l'arrête. Voilà, on l'arrête. L'arrestation de Picquart est d'ailleurs une des conséquences de l'acquittement d'Esterhazy. Ce militaire courageux qui met sa carrière en jeu est arrêté dans cette matinée du 13 janvier. Et puis, dans cette journée encore extraordinaire, un autre personnage subit le contre-coup de son engagement, c'est Scheurer-Kestner. Scheurer-Kestner qui se présente à nouveau
à l'élection de la présidence du Sénat et qui est battu. Voilà. Lui, le Dreyfusard, est battu. Et on a l'impression d'ailleurs, quand on voit que Scheurer disparaît de la scène politique, qu'il y a une sorte, je dirais, de passage de témoin entre Scheurer qui au fond, est allé jusqu'au bout de cette campagne et qu'il a menée avec courage devant ses collègues au Sénat en essayant d'alerter ses amis politiques, qu'il y a donc une sorte de passage de témoin entre Scheurer qui arrête d'une certaine façon son engagement ou son action, et puis Zola qui prend le relais par cet acte de provocation qui est le J'accuse. Voilà, cette journée, j'aimerais aussi évoquer les débats parlementaires qui, dans l'après-midi, à la Chambre, avec beaucoup de vivacité, vont débattre de la question de cette diffamation volontaire que Zola a provoquée dans son J'accuse. C'est Jaurès qui prend la parole d'une façon extraordinaire, qui s'oppose aux représentants du gouvernement et qui, d'une certaine façon, va entraîner ce gouvernement à tomber dans le piège que Zola lui tend, c'est-à-dire attaquer l'Aurore, attaquer pour diffamation l'Aurore et évidemment Zola. La conséquence, ce sera bientôt, dans moins d'un mois, au fond nous sommes le 13 janvier, ce sera à partir du 7 février, un procès en cour d'assises qui va s'ouvrir et qui aurait dû durer d'ailleurs 3-4 journées, c'était ce qui était prévu, mais qui va durer 15 journées, 15 audiences extrêmement importantes jusqu'au 23 février, au cours desquelles finalement l'affaire Dreyfus, comme dans une sorte de grand théâtre, va se dérouler au grand jour cette fois-ci. On est sorti des tribunaux militaires, du huis clos du tribunal de décembre 1894, ou bien du huis clos partiel, mais enfin c'était un huis clos du tribunal militaire qui a jugé Esterhazy. Cette fois-ci, c'est devant le public, des journalistes. C'est devant, peut-on dire, même la France entière, car les journaux vont rendre compte d'une façon extrêmement précise, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais vont rendre compte d'une façon extrêmement précise de ces débats, de ces joutes oratoires entre les avocats, entre la partie qui défend Zola et puis évidemment la partie accusatrice. C'est donc une sorte de grand drame qui va se dérouler pendant 15 journées, drame au cours desquels les experts dreyfusards, ceux qu'on appelle déjà les intellectuels, viennent à la barre, défendent la position qui est celle de Zola, défendent une position d'ailleurs qui n'est pas absolument l'idée que Dreyfus est innocent, mais la position de la raison. Revenons à l'analyse des preuves, essayons de trouver les preuves, voyons ce que contient ce bordereau. Cette position, qui est une position de raison, est celle, au fond, de ces intellectuels qui sont des hommes de la lecture de textes d'une façon précise, et refusant la rumeur, refusant justement le mensonge et toute cette fantasmagorie dans laquelle, jusqu'ici, l'affaire Dreyfus s'est déroulée. Voilà, 15 journées étonnantes. Je ne vais pas les décrire évidemment dans le détail. Je dirais simplement que ça se termine mal, d'une certaine façon, pour les Dreyfusards, car le coup de force militaire réussit, le jury est impressionné et Zola est condamné. Zola et l'Aurore sont condamnés à la peine maximale. Donc ça se termine mal. Mais, d'une certaine façon, c'est aussi une fin positive, si je puis dire, car ce qui sera révélé, ce qui a été révélé au cours de ces 15 journées, restera de façon tout à fait essentielle comme document qui, dans les mois qui vont suivre, serviront à la clarté sur l'affaire Dreyfus. Car très vite, ces 15 audiences seront imprimées sous forme de volume et chacun aura à sa disposition, au fond, le grand livre de l'affaire Dreyfus pourra juger sur pièce des arguments des uns, des arguments des autres. Voilà la conséquence immédiate de cette journée du 13 janvier 1898. Encore quelques mots pour évoquer le destin de Zola. Évidemment, il est condamné. Il va être, après un appel en justice, à nouveau condamné. La sentence sera définitivement prononcée en juillet 1898, le 18 juillet exactement. Il partira une longue année en exil en Angleterre et ne reviendra qu'en juin 1899. Je vais très vite, l'histoire elle est connue bien sûr, je dirais simplement que quand il revient en juin 1899, cette révision
qu'il a tellement souhaité, cette reprise du procès de Dreyfus, enfin va pouvoir se réaliser. Enfin, la conséquence de J'accuse, eh bien, c'est le deuxième procès de Dreyfus, le procès de Rennes, le procès qui dure tout l'été de l'année 1899, au terme duquel, on le sait, Dreyfus sera encore, ironie de l'histoire, condamné, mais avec les circonstances atténuantes, et au terme duquel il sera finalement gracié, non pas par le Félix Faure, destinataire de la lettre J'accuse, mais par celui qui lui a succédé, Émile Loubet. Voilà d'une manière globale, autour de la journée du 13 janvier 1898, ce récit que l'on peut faire de ces drames extraordinairement vivants, à rebondissements multiples, qui sont ceux de l'affaire Dreyfus.